Bien, merci de me donner la parole. J'ai fait le choix de ne pas renoncer au support diaporama et je vais quand même essayer de tenir les 20 minutes. Voilà, c'est surtout pour moi, pour avoir une prise de notes. Donc l'exposé que je vais vous présenter va s'intéresser essentiellement aux problématiques de lutte contre le décrochage scolaire et aussi de lutte contre le décrochage professionnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est de penser le travail des enseignants et des autres acteurs éducatifs de l'école en relation étroite avec les difficultés que peuvent rencontrer les élèves à suivre leur scolarité. Alors, juste pour introduire mon propos, petit rappel, le décrochage scolaire, c'est un phénomène multidimensionnel et assez complexe. Et sans chercher à lire tout ce qui est noté sur la diapositive, mais ce sont trois roues concentriques qui reprennent les mêmes idées. Et on voit avec l'exemple qui est donné et le parcours de cet élève Paul que la situation qui est la sienne de décrochage scolaire n'est pas simplement liée à des difficultés scolaires, mais aussi à un environnement économique et social, à des choix d'orientation. Autrement dit, si on veut se poser la question de soutenir la persévérance scolaire, c'est pas simplement se poser la question d'une réussite apparente à l'école, mais c'est aussi de regarder ce qui se passe autour et ce qui peut concourir ou non à cette réussite. Voilà. Deuxième petit élément d'illustration aussi pour qu'on parle de la même chose pendant les 20 minutes qui vont suivre. Qu'est-ce que le décrochage scolaire ? Le décrochage scolaire, je vais l'appréhender plutôt comme un processus et non comme un état. C'est-à-dire que les chiffres que l'on voit passer, actuellement on est un tout petit peu en dessous de 10% de décrocheurs et un petit peu au-dessus de 100 000 sortants par an, sont des indicateurs de stock, de flux, ça s'appelle comme ça, c'est pas très heureux quand on parle d'humain, mais c'est la dénomination. Et ce décrochage, il ne concerne que la population qui a plus de 16 ans. Mon travail au quotidien, c'est aussi d'aller voir ce qui se passe un petit peu en amont de cet âge-là. Alors officiellement, c'est pas du décrochage, c'est que du risque du décrochage. On est dans de la prévention et la suite de mon propos va se situer plutôt sur cette temporalité-là, plutôt sur cette action préventive que sur la remédiation à proprement parler. On verra quand même tout à l'heure qu'on a certaines situations d'élèves qui sont en grande délicatesse avec l'école et si c'est de la prévention au décrochage de manière institutionnelle, c'est quand même bien du traitement de difficultés avérées. Pour poursuivre un tout petit peu, là aussi, ce qui m'importe, c'est pas tant que notamment les rangs du fond soient en mesure de lire tout ce qui est noté, mais les incitations gouvernementales à soutenir la scolarité des élèves et à soutenir la réussite de tous sont nombreuses. On a tout un tas de dispositifs, chacune des occurrences derrière moi peut être identifiée comme un dispositif qui va à un moment ou l'autre intervenir pour essayer de soutenir plus ou moins la scolarité des élèves. Je les ai regroupés avec le code couleur par thématique, autour de la difficulté scolaire, autour de l'aide individualisée, autour du handicap, autour de l'aide à domicile, etc. Il peut y avoir plusieurs thématiques, plusieurs systèmes de classement, mais ce qu'on retiendra là ici, c'est qu'il y a de nombreuses incitations gouvernementales. Quand on va regarder ce qui se passe dans les établissements, ce qui est l'objet de mon travail de recherche avec les collègues avec lesquels j'ai travaillé, on peut penser un petit peu les réponses de l'école selon deux dimensions. Il y en a d'autres, mais c'est celle que je retiendrai. Je vais prendre d'abord la partie droite de la diapositive, c'est-à-dire qui est concerné par ça. On a des initiatives individuelles. On pense notamment au travail d'un enseignant dans sa classe, à ce qu'il peut mettre en œuvre. Et je prendrai 3 ou 4 illustrations d'ici quelques minutes pour illustrer les difficultés que ça peut générer, ces initiatives individuelles ou ce travail dans la classe. On a des dispositifs qu'on va appeler d'établissement, c'est-à-dire qui vont regrouper une équipe pédagogique, qui vont regrouper une équipe éducative au sein d'un établissement. Et donc là, il y a un travail collectif, il y a un choix qui est fait d'œuvrer ensemble en direction d'un certain nombre d'élèves. Et puis ensuite, il y a une troisième voie qui me semble aussi intéressante à développer, qui se démarque un petit peu des deux précédentes, c'est celle des alliances éducatives, c'est-à-dire d'aller chercher à travailler avec des partenaires en dehors des murs de l'école. On sort du périmètre strict de l'école, on sort des murs de l'école, ou parfois ça se passe dans les murs de l'école, mais on invite des partenaires extérieurs, que ce soit associatifs, institutionnels, à œuvrer dans cette entreprise de soutien à la scolarité des élèves.
Alors, ce sont deux formes de réponse un petit peu différentes, hein, c'est-à-dire que soit on soutient l'idée que le décrochage scolaire, ça se passe à l'école, ou en tout cas c'est visible de manière forte à l'école, et on essaie de trouver des réponses en interne. C'est un premier niveau de réponse, c'est un niveau d'opérationnalisation aussi qui est un petit peu plus facile peut-être à mettre en œuvre. Soit on considère qu'on ne peut pas résoudre ces problématiques-là sans une vision plus globale, plus holistique des difficultés. Dans ce cas-là, on va aller chercher les partenaires extérieurs. Et puis après, en regard, on a, avec mes collègues, essayé de dresser une espèce de typologie des dispositifs, ou en tout cas de ce que font les enseignants à cette réponse de l'institution et à la prescription de ces nombreux dispositifs, hein, ce que je vous ai mis sur la diapositive précédente. Derrière tout ça, on a des circulaires, des arrêtés, des notes de service, etc., qui nous expliquent ce qu'il faut faire. 3 formes de réponse. La première chose, c'est de s'engager dans des dispositifs prescrits et suivis, c'est-à-dire qu'on essaie de coller à la lettre de ces prescriptions institutionnelles et de ce que l'on nous demande de faire. Peut-être l'écueil de cette démarche-là, c'est le manque de réactivité, c'est-à-dire que le temps que les projets, les dispositifs soient mis en place, soient acceptés, soient évalués comme étant conformes, on n'est peut-être pas dans la même temporalité que celle des élèves qui connaissent des difficultés. Deuxième réponse sont des dispositifs locaux inventés, c'est-à-dire qu'on va se jouer un petit peu de tout cet armada institutionnel et on va essayer d'inventer dans le quotidien de notre travail, seul ou avec des collègues, des réponses plus adaptées, qui prennent peut-être mieux en compte les spécificités du bassin local. Et puis ensuite, il y a un intermédiaire, un troisième niveau, qui est celui des dispositifs locaux détournés, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de tout ce bagage-là pour les adapter et se les approprier de manière un petit peu plus personnalisée. Voilà, donc bien sûr, on a des relations un petit peu diverses qui peuvent s'établir entre ces différents croisements. Voilà. Je vais rentrer un petit peu plus maintenant dans les exemples. Alors, premier grand volet, et puis ensuite il y en aura un deuxième et on s'arrêtera là. Je vais prendre des situations de classe qui vont sembler anodines, d'une extrême banalité, et qui, non pas à terme, mais dans le temps, ou lorsqu'elles se répètent, dans notre analyse, se sont révélées comme étant des situations dans lesquelles on peut repérer des élèves qui présentent des risques de décrochage scolaire assez importants. Hein, je parle de risque de décrochage eu égard aux limites de définition posées tout à l'heure. Alors, je les illustrerai peut-être pas toutes en fonction du temps, mais en tout cas, on va essayer de rentrer un petit peu doucement. Je vais vous mettre à contribution après en termes de lecture pour illustrer mon propos, mais le premier cas donc, se pose lorsque les élèves sont en difficulté pour répondre aux sollicitations, aux tâches demandées par les enseignants. On va voir un exemple d'un élève qui, au cours d'une leçon de mathématiques, un élève qui habituellement est plutôt engagé en géométrie, c'est-à-dire qu'il participe, il réalise ce qu'on lui demande de faire, il est assez actif dans ces cours-là et subitement, au milieu de la séquence, il s'arrête de travailler. On est dans une séquence où on était en salle d'informatique, on leur demandait de travailler sur un logiciel de mathématiques. Donc vous voyez déjà l'effort de l'enseignant de sortir de la classe ordinaire et de se dire bah, tiens, on nous recommande d'utiliser les nouvelles technologies pour séduire les élèves, on va essayer de faire quelque chose. Et là, finalement, cet élève-là, il va passer les 20 dernières minutes de la séance confortablement installé sur le dossier de la chaise sans rien faire. Et quand on l'interroge, voilà ce qu'il nous dit. Donc tu t'es arrêté de travailler tout à l'heure, tu te souviens, tu t'es mis comme ça, on met un petit peu le recul et les bras derrière la tête. Non, j'étais fatigué, les maths, il n'y a pas que ça dans la vie. Bon, on insiste un petit peu derrière. Ce moment-là précis, est-ce que tu t'en souviens? Tu t'es mis derrière, tu avais l'air énervé. Ah oui, j'arrivais pas à faire tourner le triangle. C'était un logiciel de géométrie, il fallait travailler sur ses rotations, à le faire pivoter sur l'écran. Ouais, j'ai cherché un petit peu partout, j'ai demandé à Manu, et puis ça m'a saoulé, j'ai préféré discuter avec mon copain d'à côté. Autrement dit, là, ici, on retiendra de ce petit extrait que penser des situations qui sont peut-être un petit peu plus attrayantes pour les élèves, penser des situations qui font référence à des outils qu'ils ont l'habitude de manipuler, mais pas forcément les logiciels de mathématiques et de géométrie, sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes
à maintenir la réussite et la scolarité des élèves, et qu'on ne peut pas substituer le côté attrayant de sortir de la modalité d'enseignement usuel pour soutenir la scolarité. Je vous l'ai dit, des moments d'une extrême banalité, mais quand on les regarde dans le temps, quand on observe une certaine récurrence, quand ça se produit un petit peu trop souvent, petit à petit, on a des élèves qui vont se désintéresser de ce qui va se dire dans la classe et qui vont rentrer doucement dans une spirale dans laquelle on va être un petit peu plus perdu dans le discours de l'enseignant, donc il faudrait faire un petit peu plus d'efforts pour pouvoir suivre et comprendre, et malgré ces efforts on ne comprend pas toujours, donc au bout d'un moment on se désinvestit de ce travail-là. Donc soutenir cette réussite dans les tâches scolaires, c'est un premier élément important au soutien de la scolarité. Deuxième élément, je ne sais pas si c'est écrit peut-être un petit peu plus petit, mais lorsque la préoccupation principale devient de ne pas se mettre en situation d'échec, je vais passer, on en est où ouais, je vais passer sur la suivante. Voilà, comme ça on gagne un tout petit peu de temps. C'est assez proche, ne pas se mettre en situation d'échec, c'est-à-dire que je ne veux pas voir mon échec rendu public. D'accord ? C'est la crainte du regard de l'autre, et si je pense à l'intervenante précédente qui évoquait la question du harcèlement à l'école, on peut aussi le retrouver de manière un petit peu plus masquée dans les salles de classe lorsque le poids du collectif l'emporte sur celui de l'école. C'est-à-dire que les élèves, ils suivent un double système de règles pour agir. Les règles de l'école, de l'institution scolaire, qu'ils ont à peu près compris, éviter de se causer trop d'ennuis avec l'institution scolaire si je veux conserver ma place ici. Et en même temps, il y a un système de règles du collectif d'élèves, c'est-à-dire que je dois aussi assurer la continuité de mon insertion sociale dans le groupe d'élèves, quoi. Et donc je ne peux pas être uniquement d'un côté ou uniquement de l'autre, et les élèves sont sans cesse partagés entre ces préoccupations, on va dire, un petit peu plus d'ordre social et ces préoccupations d'ordre un petit peu plus scolaire. Donc là, ici, on regarde une élève qui ne prend pas trop la parole pendant le cours, malgré les sollicitations de l'enseignant. Et donc, lorsqu'on l'interroge là aussi, je me demandais si tu étais intéressé. Tu ne lèves jamais la main quand l'enseignant pose des questions. Tu ne sais pas répondre, tu ne veux pas répondre. Si, des fois, mais j'ai peur. De quoi ? De me tromper, de passer pour une idiote. Et si tu réponds juste, pareil. Comment ça, pareil ? De passer pour une idiote. Tu as peur que les autres se moquent de toi ? Oui. Autrement dit, là, ici, on est bien dans l'illustration de ce conflit que peuvent vivre les élèves, où répondre faux, c'est prendre le risque d'être l'objet de moqueries, et répondre juste, c'est prendre le risque de passer pour le faillot, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui répond. Autrement dit, on place les élèves, ou des élèves qui sont un petit peu fragiles, c'est sûrement pas tous les élèves qui sont concernés par ça, mais ça fait assez écho à ce que j'entendais juste avant sur le harcèlement, c'est-à-dire quand on a des personnalités un petit peu plus fragiles, peut-être qu'il faut être vigilant à ces signes précurseurs et avant-coureurs, puisque finalement, cette élève, elle s'exclut elle-même de la situation, de peur de se tromper, ou de peur d'avoir juste, c'est-à-dire de peur de ne pas répondre aux règles de l'école ou de peur de ne pas répondre aux règles du collectif d'élèves. Voilà, je prendrai une dernière illustration avec les élèves et après on passera sur un deuxième volet. Lorsque l'élève entretient avec l'enseignant une relation d'incompréhension. C'est une leçon de technologie, l'enseignant donne un exercice pour vérifier un petit peu les acquis des élèves, notamment sur l'éducation environnementale et les relations qu'il peut y avoir entre l'économie d'énergie d'une famille, l'isolation de la maison. On regarde ce qui se passe dans la classe, ça t'a pas tellement intéressé cette fois, on dirait, ça m'intéresse pas, je comprends pas à quoi ça sert, l'isolation des toits, combien ça coûte, le gaspillage d'énergie, non, tout ça, pas d'intérêt. J'habite en appartement, j'ai pas de toit. Voilà, bon. Au-delà de la boutade de l'élève, il a de la répartie, ce jeune, mais derrière ça, on a là aussi un deuxième standard du travail enseignant, c'est-à-dire on essaie de trouver des exercices, des situations qui rappellent la vie quotidienne. Je ne connais qu'une vie, c'est la vie quotidienne, mais donc on essaie de s'inspirer de ce qui se passe en dehors de l'école, de ce que les élèves vivent au quotidien dans leurs expériences, pour leur proposer des exercices qui ne soient pas des exercices hors sol, en quelque sorte, acculturés.
Et ça ne marche pas toujours. Donc là aussi, hein, comme l'outil informatique, on retiendra que ce n'est pas parce qu'on enrobe un petit peu les exercices scolaires avec des situations qui peuvent rappeler celles de l'extérieur de l'école que ça suffit à maintenir l'attention des élèves. Les possibilités de décrochage sont nombreuses. Alors dessous, ce n'est pas le même enseignant, mais on a des témoignages d'enseignants qui vont dans ce sens. Il faut toujours se demander ce qui va les accrocher. Le problème permanent, tu es toujours sur le fil du rasoir, surtout avec certains gosses. En une seconde, ils ne sont plus là, ils lâchent le boulot, ils sont sur une autre planète, tu risques de perdre la classe en une seconde. Je pense toujours à ça. Et donc là, on a des enseignants qui sont préoccupés par « j'essaie de contextualiser pour accrocher mes élèves » et des élèves qui n'accrochent pas du tout à cette contextualisation et qui finalement vont se désintéresser tout autant des situations scolaires. Alors on a regardé ça du point de vue de l'élève et je vais essayer de faire assez vite. Voilà. Alors, j'en ai une dernière. Hein, c'est cette fois-ci du point de vue de l'enseignant, c'est-à-dire qu'on a un élève qui pose des difficultés à une enseignante parce que il est un petit peu dissipé, il ne sort pas son matériel, il discute fréquemment avec ses camarades. S'il a besoin de quelque chose, il va le chercher au fond de la classe sans avoir forcément demandé l'autorisation de se lever. Et donc l'enseignante appréhende un petit peu cette situation. Hein. J'appréhende beaucoup le conflit avec cet élève. Je ne le fuis pas forcément, et si peut-être un peu quand même. Je ne vais pas aller le chercher, c'est bête à dire, je me force à l'ignorer. Effectivement, je vais maintenir une certaine distance parce que j'ai peur que si je mets trop la pression, il m'explose entre les doigts. Il dévisse et là, je suis capable de partir du cours. C'est une énigme parce que justement, ça ne correspond pas du tout à l'image du métier de prof que je me faisais. À chaque début de cours, c'est la négociation. Ce n'est pas mon souhait. Lui, il faudrait que je l'aide à se reconstruire de l'intérieur et je pourrais peut-être le captiver. Mais quand j'entends s'agiter, je perds tout espoir de retrouver une solution. Donc, j'évoquais en introduction l'imbrication qu'il peut y avoir entre le décrochage scolaire de l'élève et le décrochage professionnel de l'enseignant. On a un exemple là ici de ces risques de décrochage professionnel de l'enseignante, c'est-à-dire qu'elle n'a plus les outils pour pouvoir répondre. Elle est consciente des difficultés, elle perçoit le problème, mais elle est d'une certaine manière démunie par rapport à ça. Alors, il y a un défi évidemment pour la formation professionnelle des enseignants, que de les rendre vigilants à toutes ces situations relativement anodines et pourtant qui portent en elles les prémices d'un possible décrochage. Hein. Attention, hein, ce n'est pas dans ces situations-là qu'on a du décrochage, mais en tout cas, ce sont des indicateurs sur lesquels on mérite de s'attarder un petit peu. Deuxième volet de mon intervention, si j'avance un peu, c'est cette prise en charge collective du risque de décrochage scolaire. Et il y a deux enjeux à cette prise en charge collective du décrochage scolaire. À la fois le soutien à la persévérance des élèves, mais aussi le soutien professionnel aux acteurs de l'éducation et de l'enseignement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va se saisir collectivement du problème, on va pouvoir trouver dans autrui les ressources de notre propre développement professionnel. Ça demande un accompagnement, mais l'idée, elle est un petit peu là. Voilà, pour illustrer un petit peu mon propos, hein, on a ces sphères différentes, la plus à gauche, celle de la classe, de l'équipe pédagogique, de l'établissement, et puis les partenaires dans le cadre des alliances éducatives. On a deux grandes problématiques qui traversent là ici, celle de l'insertion socio-professionnelle et des apprentissages scolaires et celle de l'environnement familial et social de l'élève. Hein, donc c'est cette complexité-là qu'on essaie d'appréhender, qu'on essaie d'aborder à partir des dispositifs collectifs. Alors, j'en ai plusieurs, je vais essayer de faire un tout petit peu vite, mais je vais passer 30 secondes sur chacun. Premier dispositif qu'on appelle une classe d'entreprise virtuelle, ou parfois c'est pas virtuel, c'est concret, c'est-à-dire qu'on crée des classes à projet dans lesquelles on invite les élèves à créer une petite entreprise, à fabriquer des objets pour aller de l'initiation du projet jusqu'à la réalisation effective. C'est-à-dire que là, par ce type de dispositif, on essaie de mobiliser les jeunes sur la découverte de métiers et de sortir finalement de savoirs scolaires qui sont utiles pour réussir à l'école, mais d'aller vers des savoirs qui vont être utiles à la réalisation du métier. Autrement dit, on les met dans des situations compliquées ou dans des situations dans le cadre de l'entreprise auxquelles ils vont devoir aller chercher dans les acquisitions scolaires les outils pour pouvoir répondre aux problèmes concrets.
Hein, par exemple, si je veux réaliser les plans des bâtiments de mon entreprise, eh ben, je vais devoir utiliser un certain nombre de notions abordées en géométrie, par exemple, sur les échelles. Et donc, c'est essayer de faire le lien entre ces deux expériences. Deuxième idée, c'est le dispositif Espace Projet que j'ai pu observer aussi. Bon, ce sont 2 petits groupes d'élèves et les élèves vont alterner une semaine à l'école, une semaine en stage en entreprise. Hein. C'est strictement interdit, mais certains le font quand même, quoi. C'est-à-dire qu'on va prendre de jeunes enfants au collège et on va les sortir des murs du collège une semaine sur 2 et l'autre semaine, ils ont un emploi du temps aménagé. Alors, un emploi du temps aménagé, ils ont un petit encadrement sur leur semaine de stage, et puis après, on va leur permettre d'avoir une scolarité qui n'est pas forcément dans leur classe. C'est-à-dire qu'un élève de 3e qui présente un niveau très très faible en anglais va pouvoir aller suivre les cours d'anglais avec la classe de 5e qui est plus adaptée à son niveau réel de compétences. Et donc, on va essayer d'adapter la scolarité comme ça. Là aussi, vous imaginez un petit peu le bricolage que ça implique au moment de remplir les bulletins et d'autoriser le passage dans la classe supérieure. Mais en même temps, ce sont des moyens d'essayer, comme pour l'exemple précédent, de faire le lien entre des acquisitions scolaires et une utilité sociale et professionnelle de ces savoirs scolaires et non pas simplement une utilité scolaire. Troisième dispositif, c'est une réunion hebdomadaire de veille dans un établissement que j'ai pu observer aussi, qui réunit tout un tas d'acteurs et pas d'enseignants, mais on a le conseiller d'orientation psychologue, le conseiller principal d'éducation, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale scolaire, des éducateurs d'associations de quartier, des coordonnateurs réseau, c'est-à-dire on a tout un tas d'acteurs qui gravitent autour de la question de l'éducation des enfants pour pouvoir offrir une vision plus globale, plus holistique du sujet. Je vois l'heure qui tourne, je vais essayer de... Allez, je prends 2 minutes et j'arrête. Voilà, donc on a tous ces acteurs. Chacun de ces dispositifs, ils impliquent de travailler collectivement et ça ne va pas sans poser des difficultés. Première idée, c'est cette idée de dispositif en réseau qui est à la fois entre l'éphémère et le pérenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie d'officialiser, de marquer un petit peu ces dispositifs, on leur donne une certaine pérennité et en même temps, le caractère éphémère et l'adaptabilité locale est une condition qu'il est extrêmement important de pouvoir conserver. Ça signifie qu'on a dans cette organisation, je prends par exemple le dernier dispositif de la réunion du point élève, on a un centre de décision qui change en permanence et il va arriver que l'éducateur de quartier va venir proposer des solutions à mettre en œuvre dans la sphère de l'école. Autrement dit, on a une espèce de franchissement de frontières. Les périmètres des prérogatives professionnelles de chacun volent un petit peu en éclats dans ce type de dispositif. Il me semble qu'accepter ces franchissements de frontières, c'est une des conditions de la réussite de ce type de dispositif. Deuxième limite, la concurrence entre la poursuite d'objets communs et d'objets propres. C'est-à-dire que ces professionnels, ils appartiennent à 2 collectifs. Le collectif propre au dispositif, mais aussi leur collectif de travail d'origine. Je reprends cet exemple de la réunion hebdomadaire. L'assistante sociale, elle est parfois prise entre « je participe de ce collectif » dans le cadre de la réunion, et donc on a un engagement de libre parole, de donner des informations, et en même temps, si je vais vraiment jusqu'au bout de cette logique-là, je risque de perdre le fil que j'ai noué avec la famille, je risque de trahir, pour reprendre ces mots, la famille, et donc il y a un conflit, là ici, chez cette assistante sociale, qui est partagé entre est-ce que je suis plutôt assistante sociale ou est-ce que je suis plutôt dans ce collectif-là. C'est pas des problèmes insurmontables, mais ça mérite d'y travailler. Et puis ensuite, dernière problématique, la difficulté d'un travail conjoint, notamment intercatégoriel. Je vous lis juste un extrait au milieu. Le point élève sert aussi à faire comprendre aux partenaires les missions de chacun. C'est vraiment un moment d'échange. Il faut une ouverture d'esprit pour que chacun connaisse le boulot de l'autre. C'est important de décloisonner les pratiques. Et travailler ensemble, ça passe d'abord par savoir ce que fait l'autre. C'est-à-dire que moi, je me fais une idée assez précise. J'ai la conviction personnelle de connaître le travail des uns et des autres, des éducateurs. De la même manière, ils pensent connaître le travail d'enseignant pour avoir passé une quinzaine d'années à l'école. Et puis finalement, on ne le connaît pas si bien que ça de l'intérieur. Et donc, ce décloisonnement professionnel est une condition importante.
Voilà, je terminerai là-dessus pour dire que finalement, l'idée forte, c'est de dire que le décrochage professionnel et le décrochage scolaire, ce sont deux phénomènes, deux processus qui sont consubstantiels l'un de l'autre. Et on ne peut pas, me semble-t-il, s'intéresser exclusivement au décrochage scolaire sans se poser la question de la manière dont on offre la possibilité de renouveler la professionnalité des enseignants et des acteurs de l'éducation, c'est-à-dire de repenser leur professionnalité. Le décrochage scolaire, si ça fait 40 ans que ça existe, ça posait moins de problèmes. Ça pose des problèmes aujourd'hui dans l'évolution des mœurs et de la société d'aujourd'hui. Et donc, en retour, les pratiques professionnelles doivent aussi évoluer dans ce sens-là. Voilà, je terminerai simplement en disant que le travail que je réalise, c'est un travail d'accompagnement au quotidien des pratiques des professionnels, en essayant de collaborer avec eux pour trouver les questions et puis essayer ensemble de trouver des réponses. Mais j'accompagne les professionnels à trouver des solutions, je ne prescris pas des solutions. Désolé pour le temps un petit peu long, je vous remercie pour votre attention.